Salut à toi et bienvenue dans Voici l'émission qui transforme tes révisions en une conversation simple et utile pour que tu arrives plus serein et plus compétent sur le terrain. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on va pas se mentir, fait souvent peur. La fameuse angoisse des étudiants en IFSI. Ouais, je crois voir de quoi tu parles. Les calculs de dose. Ça paraît hyper compliqué au début. Je veux dire, on se dit souvent qu'une erreur de virgule et c'est la panique totale. C'est vrai que c'est une grosse source de stress. Carrément. Du coup, l'objectif aujourd'hui, on décode le calcul de dose et les débits de perfusion pour que tu puisses sécuriser tes préparations et réussir tes stages sans stress. Exactement, et je suis vraiment ravi qu'on aborde ça. Moi aussi. Et d'ailleurs, je précise que cet accompagnement fait partie de la méthode CAP-IDE. C'est vraiment pensé pour t'accompagner au mieux. Tout à fait. Et l'idée de cette méthode, c'est vraiment de dédramatiser. Faut pas voir ça comme des maths pures et dures. Bah oui, parce que personnellement, les maths, ça a jamais été mon fort. Et t'es loin d'être la seule. En fait, l'objectif, c'est pas d'apprendre des équations par cœur. C'est d'acquérir une logique clinique. La proportionnalité, bien sûr, mais surtout la sécurité du patient. Ouais, comprendre le pourquoi du comment, en fait. Voilà. Quand tu comprends la mécanique derrière une prescription médicale, l'application devient presque un réflexe. Alors justement, imaginons, je joue l'étudiante, je suis dans la salle de soins, face à mon armoire à pharmacie, j'ai ma prescription sous les yeux, je commence par quoi ? Par la règle d'or, le produit en croix. Le fameux. Mais au-delà du truc qu'on apprend au collège, j'ai l'impression que sur le terrain, c'est plus une méthode de traçabilité, non ? C'est exactement ça. En fait, à 3 heures du matin, quand t'es fatigué, que les alarmes sonnent dans le service, tu fais pas de calcul mental, même pour un truc simple. Tu poses tout sur un brouillon. Toujours, poser son produit en croix, c'est externaliser sa charge cognitive. Tu mets en relation ta réalité matérielle, ce que tu as dans la main, avec la prescription du médecin. Donne-nous un exemple concret pour qu'on visualise bien. Ok, disons qu'il faut injecter 250 mg d'un produit. Et dans ton armoire, le flacon disponible contient 500 mg dans 5 ml. D'accord, donc sur ma première ligne, j'écris ce que j'ai physiquement. 500 mg correspond à 5 ml. C'est ça, et juste en dessous, sur la deuxième ligne, tu écris ta prescription. 250 mg correspond à X millilitres. En faisant bien attention d'aligner les milligrammes sous les milligrammes. Toujours. Et là, l'équation devient mécanique. Tu multiplies la diagonale connue, donc 250 fois 5, Ok. et tu divises par le chiffre restant, donc 500. Ce qui te donne 2,5 millilitres. C'est carrément plus clair posé comme ça. C'est vraiment un filet de sécurité ? Un filet de sécurité qui valide ton intuition, oui. Mais attends, ce filet de sécurité, il marche que si on parle la même langue sur les deux lignes. Parce que dans les rapports d'incidents qu'on a regardés pour préparer l'émission, la majorité des erreurs, c'est pas une division ratée. Non, c'est une erreur de conversion. Voilà, le fameux zéro oublié qui fait que tu multiplies ou divises la dose par 10. C'est mortel, littéralement. Le passage entre les grammes, les milligrammes et les microgrammes doit être automatique. Les microgrammes, c'est ce qu'on appelle les gammas sur le terrain, c'est ça ? Exactement. Et là, il faut appliquer la règle des 1000. C'est la base incontournable. Donc 1 gramme, c'est 1000 milligrammes, et 1 milligramme, c'est 1000 gamma. Parfaitement. Pareil pour les volumes d'ailleurs. 1 litre, c'est 1000 millilitres. Si tu te trompes de virgule en convertissant de l'adrénaline qui se dose en gamma, l'impact sur le cœur du patient est instantané. Ça fait froid dans le dos. Donc on nivelle toujours toutes les valeurs sur la plus petite unité demandée avant même de faire le produit en croix. Toujours. Si on te demande des milligrammes et que tu as des grammes, tu passes tout en milligrammes tout de suite. Ok, c'est noté. Mais en parlant d'unités qui font transpirer les étudiants, il y a un gros point noir. L'insuline et l'héparine. Ah oui. Là, on rentre dans une autre dimension. Ben oui, parce qu'on quitte les grammes pour les fameuses UI, les unités internationales. Et le piège classique, c'est de confondre les UI avec les millilitres. C'est un point critique. Et c'est une erreur à ne jamais, au grand jamais, faire. Mais pourquoi on n'utilise pas juste des milligrammes pour l'insuline, en fait ? Faut regarder l'histoire. L'insuline, au début, on l'extrayait des pancréas animaux. Et la pureté changeait d'un lot à l'autre. Ah, donc 1 milligramme n'avait pas toujours le même effet. C'est ça. La communauté scientifique a donc inventé l'unité internationale pour mesurer l'activité biologique, la puissance du médicament, pas son poids. Le volume de liquide. Exactement. Donc, si tu confonds et que tu injectes 10 millilitres d'insuline au lieu de 10 UI, avec une concentration standard de 100 UI par millilitre... Attends, 10 fois 100,
Ça fait 1008 d'un coup. C'est un surdosage massif. Ça entraîne une hypoglycémie profonde, souvent irréversible. D'où l'importance vitale d'utiliser les seringues à insuline qui sont déjà graduées en UI. Toujours utiliser le matériel dédié. Faut jamais essayer de transposer mentalement sans passer par la concentration exacte du flacon. Vu comme ça, carrément plus logique. On retient tellement mieux quand on comprend l'origine du truc. C'est le but. Bon, dans la même veine des trucs abstraits, on a les pourcentages. Lire 1% sur une ampoule ou 0,9% sur une poche de sérum physiologique. Au début, on comprend rien. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est juste une convention de la pharmacopée française. Nos notes disent que 1%, ça veut dire 1 gramme pour 100 millilitres. C'est toujours ça, non? Toujours. 1% signifie 1 gramme de principe actif dans 100 millilitres de solvant. Ok, alors faisons la démo. Si j'applique la fameuse règle des 1000, 1 gramme, c'est 1000 milligrammes. Oui. Donc j'ai 1000 milligrammes dans 100 millilitres. Et si je veux savoir pour un seul millilitre, je divise 1000 par 100, ça donne 10. Voilà, t'as trouvé l'astuce de terrain. 1% est strictement égal à 10 mg par millilitre. Ah ouais, c'est génial parce que ça évite de sortir la calculatrice à chaque fois. Si j'ai une ampoule à 20%, je sais direct que j'ai 200 mg par millilitre. Et ça marche pour tout. Prenons le grand classique, le sérum physiologique. Le NaCl à 0,9%. Alors 0,9%, ça fait 0,9 g pour 100 millilitres, soit 900 mg pour 100 millilitres. Et si je divise, ça donne 9 mg par millilitre. C'est parfait. C'est une constante vitale à connaître. Bon, là, je me sens déjà plus à l'aise avec la préparation de la seringue. Mais le travail est fait qu'à moitié. Et sur le terrain, face à une potence de perfusion, on fait comment pour le débiver? Là, on jongle entre deux systèmes physiques. La perfusion par gravité, celle qui s'écoule goutte par goutte, et les systèmes motorisés, comme le PSE, le pouce-seringue électrique. Commençons par la gravité. Le calcul se fait en gouttes par minute, c'est ça? Oui, et il y a une formule classique. Volume total en millilitres, multiplié par le facteur de gouttes, divisé par le temps en minutes. Ce fameux facteur de gouttes. C'est le nombre de gouttes qu'il faut pour faire 1 millilitre. Nos fiches de révision donnent 3 constantes. 20 gouttes pour les solutés à queue, 15 pour le sang et 60 en pédiatrie. Il faut les connaître par cœur, et il y a une vraie raison physique derrière. Ah oui, c'est pas juste des chiffres arbitraires, hein. Pas du tout. Ça dépend de la viscosité du liquide. L'eau ou le sérum phi, c'est très fluide. Les gouttes sont petites, donc il en faut 20 pour remplir 1 millilitre. Logique. Et pour le sang alors? Le sang, c'est épais. Il y a des globules rouges, des plaquettes. La goutte qui se forme au bout de la tubulure est plus lourde, plus grosse. Donc il ne faut que 15 grosses gouttes pour faire 1 millilitre. C'est fou de lier la physique des fluides à notre pratique quotidienne. Et en pédiatrie, c'est 60 parce qu'on utilise des micro-gouttes, pour être plus précis. Exactement. Les enfants ont une tolérance au volume très faible, un risque de surcharge pulmonaire. Avec 60 microgouttes par millilitre, le réglage manuel à la molette est beaucoup plus fin. D'ailleurs, avec ces molettes, si mon calcul me donne 66,6 gouttes par minute, je fais quoi? Je peux pas couper une goutte en deux? Non, tu arrondis à l'unité la plus proche, donc 67 gouttes par minute. Mais comme tu dis, ce réglage manuel a des limites. Surtout si le patient plie le bras, ça ralentit l'écoulement. C'est pour ça que pour les médicaments à haut risque, avec une marge thérapeutique étroite, on utilise le PSE. Le pouce-seringue électrique, donc pour l'adrénaline, l'insuline en continu, la morphine. Exactement. Et là, le vocabulaire change totalement. Fini les gouttes. On parle uniquement en millilitres par heure. C'est presque plus simple niveau calcul du coup. Beaucoup plus simple, volume total divisé par la durée en heures. Si tu as une seringue de 48 millilitres à passer sur 24 heures, tu règles la machine sur 2 millilitres par heure. C'est vrai que c'est super simple, mais la difficulté, c'est pas le réglage final, c'est la préparation de la dilution avant. C'est ça. Et surtout, c'est l'environnement autour de toi pendant que tu prépares ces médicaments dangereux. Ouais, parlons-en de l'environnement. Quand tu prépares tout ça, avec le téléphone qui sonne, les alarmes, les collègues qui te parlent, c'est ultra stressant. C'est le cœur du problème. La première cause d'erreur médicamenteuse, c'est pas qu'on est nul en maths, c'est l'interruption de tâches. L'ennemi numéro 1. Absolument. Notre mémoire de travail est très limitée. Elle traite l'information immédiate. Si on t'interrompt, ton cerveau vide cette mémoire pour écouter le collègue. Et quand tu reviens à ta seringue, tu te dis « mince, est-ce que j'ai déjà mis l'ampoule ou pas ?» Et c'est là que l'erreur arrive, dans cette fraction de seconde de doute. C'est pour ça qu'on nous parle tout le temps de créer une bulle de concentration. La sanctuarisation de la préparation. Oui. On ne parle pas, on ne répond pas au téléphone. J'ai même vu des services où les infirmiers portent un gilet joint marqué « ne pas déranger ». C'est une excellente pratique. Ça matérialise la frontière pour les autres.
Mais la bulle, elle doit aussi être interne. Tu veux dire gérer son propre stress? Oui, si la panique monte face à une urgence, faut surtout pas se précipiter. L'urgence ne justifie jamais de sauter les vérifications. Faut respirer, quoi. Pratiquer une respiration centrée avant de casser une ampoule, c'est vital. Un soignant serein est un soignant précis. Et un soignant sûr de lui, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à vérifier. Je veux dire, si j'ai un doute, je regarde le Vidal ou je demande à un collègue. C'est pas une perte de temps. Jamais. Le doute doit toujours profiter à la sécurité du patient. Ça nous amène directement à la règle clinique fondamentale de la Haute Autorité de Santé, la fameuse règle des 5 B. Le dernier rempart avant l'injection. Exactement. C'est la checklist mentale absolue. Le premier B, c'est le bon patient. On vérifie l'identité à voix haute et on regarde le bracelet. Les homonymes dans un même service, ça arrive souvent. Deuxième B, le bon médicament. Tu lis l'étiquette en prenant l'ampoule, pendant la préparation et avant de l'acheter. Troisième B, la bonne dose. Ce qui valide tout notre fameux produit en croix. Quatrième B, la bonne voie. Un produit pour de l'intramusculaire peut être catastrophique en intraveineux. Et le cinquième B, le bon moment. Pour des antibiotiques comme la vancomycine, l'heure c'est l'heure, sinon on perd l'efficacité ou on risque une toxicité rénale. T'as tout résumé. Ces 5 B sont là pour bloquer les erreurs. Mais il y a des cas où même ça, il faut redoubler de vigilance. Les never events. Les erreurs qui ne devraient jamais arriver. Et là, on a une alerte rouge absolue dans nos fiches, le potassium, le KCl. Le grand danger. Faut le marteler. L'injection de KCl en intraveineuse directe en bolus est strictement interdite. C'est mortel. Mais pourquoi ça cristallise autant les protocoles BME? Qu'est-ce qui se passe physiquement? Le potassium gère la repolarisation des cellules du cœur. Si tu l'injectes pur et rapidement dans le sang, tu provoques une hyperkaliémie massive. Et le cœur n'arrive plus à gérer son électricité? Il s'arrête instantanément, en diastole. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise en chirurgie cardiaque pour arrêter volontairement le cœur sur la table. C'est terrifiant. Mais comment une erreur pareille peut arriver par accident? Souvent par confusion visuelle. Dans l'urgence, une ampoule plastique de KCl ressemble énormément à une ampoule de chlorure de sodium, le sérum physio. Ah oui. Le soignant veut juste rincer une voie veineuse, il prend la mauvaise ampoule sans vérifier le deuxième B. Il injecte en 2 secondes et c'est le drame. C'est pour ça que le KCl doit être rangé à part, sécurisé, et toujours administré dilué dans une poche de grand volume ou sur un PSE très lent, sous surveillance ECG. On passe d'un simple calcul de pourcentage à la préservation directe d'une vie humaine. C'est vraiment ça notre métier. C'est toute la responsabilité clinique de l'infirmier. Franchement, merci pour toutes ces explications. Avant de se quitter, pour faciliter la mémorisation active de ceux qui nous écoutent, quels sont les 3 points à retenir absolument? Si on résume, 1. Le produit en croix est l'outil universel. Mais on vérifie toujours et on aligne ses unités de base, grammes, milligrammes, gamma, avant de calculer. Et on ne traduit jamais des unités internationales en volume physique. Ok, très clair. 2. Connaître ses constantes de débit par cœur. 20 gouttes pour la queue, 15 pour le sang. Et se rappeler que le pouce-seringue électrique se règle toujours en millilitres par heure. Super. Et le dernier? 3. L'administration est le dernier rempart. On s'impose une bulle de concentration sans aucune interruption pendant la préparation et on applique toujours la règle des 5 B au lit du patient. C'est limpide et super utile. Garde bien en tête cette idée de bulle de concentration d'ailleurs, parce que la prochaine fois que tu es en salle de soins et que tu sens le stress monter, souviens-toi que ta respiration est ton premier outil de précision, bien avant ta calculatrice. C'est une très belle conclusion. Et ça donne matière à réflexion pour l'avenir. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des pompes intelligentes connectées au dossier, on peut se demander si dans 15 ans, le calcul manuel existera encore. Notre rôle basculera peut-être vers la surveillance d'algorithmes. C'est fascinant. Un immense champ des possibles. En tout cas, merci d'avoir éclairé ce sujet avec autant de bienveillance. Pour aller plus loin, retrouve la fiche mémo et les cas cliniques sur la plateforme Capidea. Le lien est dans la description. Prends soin de toi.